Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio I-Chrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur I-Chrono FM. Votre radio I-Chrono FM est disponible sur Google Play et App Store. I-Chrono FM, une autre dimension de la radio. Madame, monsieur, bonjour. On votait donc dimanche dernier au Brésil et à la surprise générale, alors que les sondages donnaient une large avance à Lula sur Bolsonaro, le score du premier tour est beaucoup plus étriqué. 48,43% pour l'ex-président Lula da Silva contre 43,20% au président sortant Jair Bolsonaro. Autant dire que le second tour s'annonce serré et ce dernier l'aborde dans une dynamique favorable. Au Sahel, les putschs se succèdent les uns après les autres et se ressemblent. Voici quelques jours, c'est à la suite d'un nouveau coup d'État militaire qu'un officier a pris le pouvoir au Burkina Faso, succédant au putsch de janvier dernier du lieutenant-colonel Damiba. Cette fois, c'est un capitaine, Ibrahim Traoré, un officier qui dirigeait un régiment d'artillerie à Kaya, dans le nord du pays, qui a pris les rênes du pouvoir. Comment expliquer cette épidémie de putsch à répétition ? Eh bien, c'est une question que je poserai à mon invité. Pendant ce temps, plus près de nous, à La Haye, aux Pays-Bas, le tribunal pénal international instruit le procès d'un présumé génocidaire, Félicien Gabouga, pour des faits qui remontent à 1994 et qui ont eu lieu au Rwanda. Autant dire que ce procès est très attendu, en particulier par les familles des victimes. Certaines d'entre elles n'hésitent pas à dire « Nous ne voulons pas que Gabouga meure innocent ». Nous terminerons ce carte sur table de ce samedi sur la visite qu'effectue actuellement en Afrique le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, à commencer par le Sénégal, où il se trouvait lundi dernier. Vous aurez l'occasion, Ibrahim Attiam, de nous dire ce qu'il faut en attendre de cette visite. J'ai intitulé l'émission d'aujourd'hui « Quand les populistes et les putschistes rythment l'actualité internationale ». Et pour débattre de tous ces sujets, eh bien je reçois, comme à l'accoutumée, Ibrahim Attiam. Vous êtes, je le rappelle, le président fondateur du mouvement d'opposition sénégalais Un autre avenir et candidat aux prochaines élections présidentielles en 2024. Ibrahim Attiam, bonjour. Bonjour Jean-Yves Duval. Le thème de votre émission d'aujourd'hui pourrait paraître quelque peu provocateur. Et pourtant, il reflète la situation d'aujourd'hui, où le monde se divise en deux camps. Le camp occidental et le camp anti-occidental. Le camp des démocrates et le camp des autocrates. Le monde multipolaire d'hier a laissé la place à un monde bipolaire où chacun doit se positionner. Et vous verrez que la fraction du globe des non-alignés va se réduire de jour en jour. Les pays qui s'en réclament devront s'engager en faveur de l'un ou de l'autre, que cela nous plaise ou pas. De même que nous sommes à nouveau rentrés dans une période de guerre froide, même chaude en Ukraine, du fait de la radicalité de certains pays et leur désir de reconstituer les empires. Je le disais en présentant le sommaire de notre émission, on votait dimanche au Brésil et les résultats du premier tour étaient très attendus. À en croire les derniers sondages connus, l'ancien chef de l'État, le candidat de gauche Lula da Silva, bénéficiait d'une courte avance sur le président sortant d'extrême droite Jair Bolsonaro. Or, à la stupéfaction générale, ce dernier n'est qu'à 5 points de son adversaire, ce qui promet un duel serré pour le second tour. Comment, Ibrahim Attiam, analysez-vous ce résultat pour le moins inattendu ? 48,43% contre 43,20%. Vous le rappeliez un instant. Alors qu'un sondage sorti la veille du scrutin prédisait à Lula une élection dès le premier tour. Et on est loin.
du chaos pronostiqué. Malgré une forte mobilisation de la gauche brésilienne, il y aura bien un deuxième tour le 30 octobre. Celui-ci sera serré et à l'heure où nous parlons, imprévisible. Mais quand même, comment expliquez-vous cette remontada inespérée du candidat de l'extrême droite que l'on voyait déjà relégué dans les oubliettes de l'histoire? C'est vrai que durant des mois, les sondeurs prévoyaient une avance de 15 points pour Lula, alors qu'à l'arrivée, elle n'est plus que de 5 points. Comme vous l'avez dit vous-même, Jean-Yves Duval, une fois encore, c'est la démonstration que les sondages ne font pas une élection. La difficulté maintenant pour Lula, c'est qu'il a fait pratiquement le plein de voix au premier tour, alors que Bolsonaro, de son côté, peut espérer rallier à lui des voix de la candidate de centre-droit et peut-être aussi une partie des 20% de Brésiliens qui ne sont pas allés voter au premier tour. Par ailleurs, Bolsonaro est déjà en passe d'obtenir le plus grand nombre de sièges à la Chambre des députés et il progresse au Sénat. Les postes de gouverneur que l'on renouvelait également semblent donner aussi une légère avance au président sortant. C'est dire à quel point Lula, s'il était élu, aura toutes les peines du monde à gouverner demain le Brésil. Après l'élection d'une nouvelle première ministre issue d'un parti néofasciste en Italie, eh bien, voici une semaine, cette nouvelle victoire de Bolsonaro, rien n'est encore fait, bien sûr, mais donnerait des ailes aux mouvements populistes et d'extrême droite qui ont déjà le vent en poupe en Europe et ailleurs. Il reste encore 30 jours de campagne et la lutte sera rude entre les deux hommes. Il peut y avoir un retournement de tendance. Mais vous avez raison, il y a des signes qui ne trompent pas. Et ces succès successifs des partis d'extrême droite sont inquiétants. D'autant que beaucoup d'entre eux, voyez la Hongrie, sont des admirateurs des régimes autocrates tels que celui de Vladimir Poutine. Lors des votes à l'ONU, on voit bien leur difficulté à condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors oui, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est l'influence grandissante des idéologies radicales, voire dictatoriales, au détriment de la démocratie. Le Burkina Faso, je le disais il y a quelques minutes, n'en finit plus de connaître les putschs militaires à répétition. Après celui du lieutenant-colonel Damiba en janvier dernier, c'est un capitaine, Ibrahim Traoré, qui cette fois destituait le pouvoir en place à Ouagadougou et imposait une nouvelle junte militaire. Comment Ibrahim Mathiam expliquait ces coups d'État militaires successifs dans cette région du Sahel? Cela résulte d'une profonde instabilité de cette région, ouverte à tout vent au terrorisme, mais aussi des régimes existants, fussent-ils militaires, comme c'est le cas au Burkina. Le nord du pays, d'où vient le nouveau chef de la junte, est en proie depuis de nombreux mois à de violents combats entre les groupes djihadistes qui pullulent sur place et une partie de l'armée qui lutte pied à pied contre ces groupes. Ibrahim Traoré reprochait à Damiba et à ses collaborateurs d'ignorer les réalités du terrain depuis leur bureau de la capitale. Pour ce jeune capitaine et ses compagnons, les officiers à Ouagadougou n'étaient que des militaires d'opérette, incapables de se montrer efficaces dans la lutte contre le terrorisme. En parallèle à cette prise de pouvoir par les armes, les manifestants s'en sont pris aux locaux de l'ambassade de France dans la capitale, menaçant d'y pénétrer et tentant même de l'incendier. On a vu aussi, parmi eux, des Burkinabés agiter des drapeaux russes et en appeler à la Russie. Doit-on y voir là à nouveau une tentative de déstabilisation de la présence française en Afrique de l'Ouest par le groupe Wagner? On peut dire en effet que les voyages qu'effectue sur place depuis un moment Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, ne sont pas étrangers à ce que l'on voit actuellement. Il y a gros à parier que des manifestations, voire des troubles
éclateront aussi au cours des semaines et mois à venir au Niger, où se trouve désormais cantonnée la force Barkhane. Il est paradoxal de voir que si en Ukraine, la tentative de colonisation du pays par l'armée russe est loin d'obtenir les résultats escomptés par Vladimir Poutine, cette forme d'ingérence via le groupe de mercenaires Wagner réussit mieux sur le continent, que ce soit en République centrafricaine et au Mali et peut-être demain au Burkina Faso. Il est quand même étrange que mes compatriotes qui s'en prennent aujourd'hui à la France, alors que les pays africains sont indépendants depuis 60 ans, acceptent de se laisser manipuler par les Russes qui, en échange d'une offre de sécurité, tentent d'obtenir la gestion des richesses du sous-sol et surtout les votes de leurs dirigeants à l'ONU. Le plus malheureux, c'est que cela fait le jeu des groupes terroristes qui profitent de ces troubles politiques récurrents et de gouvernements impuissants à lutter contre eux efficacement. Vous aurez remarqué que depuis quelque temps, il y a de par le monde une certaine fascination pour les régimes forts, Russie en tête, mais aussi la Chine et la Turquie. Et l'Afrique n'échappe pas à ce mouvement. Le plus choquant dans tout cela, c'est qu'un certain nombre d'Africains s'opposent vigoureusement à un troisième mandat des chefs d'État afin que le pluralisme puisse jouer son rôle de même que l'alternance. Et dans le même temps, ils cautionnent certains putschs militaires, chercher l'erreur. C'est un comportement incohérent. J'aimerais qu'on évoque maintenant le procès qui se tient actuellement au tribunal pénal international d'un ancien génocidaire au Rwanda pour des faits qui remontent à 1994. Vous avez compris que je veux parler de Félicien Kabuga, poursuivi pour des possibles crimes contre l'humanité. C'est sans doute là d'ailleurs l'un des derniers procès au sujet de cette tragédie. Quelle réflexion cela vous inspire-t-il ? C'est en effet une des pires pages de l'histoire africaine, en particulier pour le Rwanda. Et il faut savoir que cet homme a été arrêté à Paris il y a 2 ans, après 25 ans de cavale. Son passé vient donc de le rattraper, celui-ci est effroyable. Si l'on songe qu'il doit répondre de 6 chefs d'accusation de génocide et de crimes contre l'humanité. À l'époque des faits, Kabuga est accusé d'avoir financé et armé des miliciens Hutus de la région de Kidal. On lui reproche aussi d'avoir joué un rôle important au sein de la radio des 1000 collines qui ne cessait d'attiser la haine contre les Tutsis. Disons de suite à nos auditeurs qu'après 2 jours de procès, celui-ci a été interrompu, Kabuga refusant de faire confiance à son avocat. C'est ce qu'en droit on appelle un effet dilatoire. Kabuga, cherchant à gagner du temps, il a d'ailleurs toujours cherché à fuir la justice. Mais l'audience devait reprendre ce mercredi avec la déposition à la barre d'un premier témoin à charge. Il y en aurait une 50aine. Les mêmes avocats qui recusent aujourd'hui avaient déjà tenté auparavant de faire annuler le procès au motif de son état de santé, mais leurs arguments ont finalement été rejetés par le tribunal. Pour être complet, j'ajoute que celui qu'on a surnommé le financier du génocide est actuellement âgé de 89 ans et qu'il a toutes les chances de finir sa vie dans une cellule, ce qui serait sans doute un juste châtiment pour tous ces crimes. Je voudrais maintenant revenir brièvement sur un sujet que nous avons traité, on s'en souviendra, dans l'émission de la semaine dernière, à savoir la candidature du président Obiang à sa réélection le 20 novembre prochain en Guinée équatoriale. Eh bien, nous venons d'apprendre que l'un des principaux opposants, Gabriel Obiang-Bono, avait été arrêté récemment avec ses partisans. Que cela vous inspire-t-il ? J'ai lu aussi cette information. Aussi le fait que quelques jours auparavant, sur les réseaux sociaux, cet opposant au régime en place ne cachait pas que l'actuel chef de l'État voulait l'éliminer pour qu'il ne puisse pas participer aux prochaines élections présidentielles dans un mois. On ne peut pas dire
que l'actuel président Obiang, un octogénaire, soit très respectueux des droits de l'homme et de l'opposition. Il faut dire qu'il ne nous a pas vraiment habitués au cours de ces 43 ans de pouvoir absolu à la tête de son pays. L'heure de conclure cette émission approche et je voudrais qu'on aborde un dernier sujet qui concerne le voyage diplomatique qu'effectue actuellement en Afrique le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba. Après la récente tournée des popotes de Sergueï Lavrov, le ministre russe, ne s'agit-il pas là de la réponse du berger à la bergère? Et autre question, comment interprétez-vous le fait que Kuleba ait commencé son voyage sur le continent par le Sénégal? À votre première question, je dirais que c'est de bon ton que l'Ukraine aille à la rencontre des chefs d'État africains et leur délivre son propre message. Le chef de la diplomatie ne manquera pas de s'étonner du soutien de certains pays africains à la Russie. Un pays qui a envahi le sien au mépris de toutes les lois internationales et qui fait fi de sa souveraineté. Cela devrait le rappeler quelques souvenirs, car cette invasion de l'Ukraine ressemble à s'y méprendre à une forme de colonisation de ce pays désormais indépendant depuis plus de 20 ans. Kuleba va sans doute aussi s'efforcer d'obtenir de ses interlocuteurs un vote en faveur de l'Ukraine lors des prochaines consultations des pays membres à l'ONU. Quant à sa visite, pour commencer au Sénégal, je trouve cela très bien. Et on voit que la position de Macky Sall évolue un peu ces derniers temps sur ce dossier. Le choix d'être un pays non aligné, donc neutre, est évidemment intéressant car il évite de mécontenter qui que ce soit et de rester bons amis avec tout le monde. Mais il arrive un moment où on ne peut plus rester inactif, face notamment aux menaces qui fait planer une guerre nucléaire. Quand on voit encore ces jours-ci le colonel Assimi Goïta se féliciter de sa conversation téléphonique avec Vladimir Poutine, notamment quant au prochain sommet Russie-Afrique en 2023. On voit qu'on a encore du chemin à faire. Aujourd'hui, les peuples pensent naïvement que les régimes forts qui montrent leurs muscles sont seuls capables de les sortir de leurs difficultés. C'est une grave illusion et leurs déceptions seront à leur hauteur de leurs espérances. Mises entre les mains des militaires, ceux-ci sont là pour assurer la protection de la patrie. Et on voit les difficultés qu'ils ont déjà à le faire. Non pas pour gérer les affaires de la cité, qui doit revenir à des civils librement élus par le peuple. Depuis l'Antiquité, il en a toujours été ainsi. Et les aventures guerrières ont toujours échoué, lamentablement. En même temps qu'elles ont fait le malheur des peuples. Les exemples dans l'histoire sont multiples qui l'attestent. Quant au fait que Kuleba commence son voyage africain par le Sénégal, je m'en félicite. C'est un bon signe. C'est sûrement dû au fait qu'actuellement, le président Macky Sall exerce en parallèle les fonctions de président en exercice de l'Union africaine, ce qui est une marque de respect de la part du ministre des Affaires étrangères ukrainien. Il n'y a rien là d'étonnant de la part d'un diplomate. Eh bien, reste à espérer que ces belles paroles seront entendues dans la cacophonie actuelle des extrémismes de tout poil et des populismes en tout genre, et que la sagesse finira par l'emporter. Merci en tous les cas, Ibrahim Atiam, d'avoir une fois de plus répondu à mes questions, et à travers moi, bien sûr, aux interrogations que se posent nos auditeurs. Il me reste à vous donner à tous rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, si vous le voulez bien, et d'ici là, portez-vous bien. À ciao. Vox Populi, c'est des thèmes variés sur Radio I-Chrono FM. Vox Populi, une émission populaire. Vox Populi, jamais populiste. Vox Populi, une émission pour le peuple sur les faits de société, la culture et le sport. Vox Populi, c'est chaque semaine sur I-Chrono FM. Votre
Radio iChrono FM est disponible sur Google Play et App Store. iChrono FM, une autre dimension de la radio.